Bonjour tout le monde. Au fur et à mesure, je pense que la salle va accueillir beaucoup plus de monde. Mais pour ne pas retentir sur le programme, on va démarrer tout de suite. C'est une session qui s'annonce riche et intéressante. Ça va parler de device. Et pour cela, on a invité des experts internationaux et nationaux de très haute qualité scientifique. Et dans un premier temps, on va parler de la resynchronisation cardiaque avec l'éternel débat, l'éternelle controverse. Est-ce qu'il faut le faire par le sinus coronaire ou bien en stimulant les voies de conduction? Donc j'appelle le premier orateur, le professeur Leclerc de Rennes, très connu en stimulation et en rythmologie, chef de service de cardiologie de l'hôpital de Rennes. Monsieur Leclerc, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Youssef, chers amis. C'est toujours un vrai plaisir de venir à Tunis. Et donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la sonde dans le sinus coronaire. Et donc, j'ai axé mon topo non pas sur une controverse, mais plutôt sur un problème un petit peu technique pour expliquer comment nous devons aujourd'hui encore implanter, parce que je pense qu'il faut implanter encore des sondes dans le sinus coronaire. Tout ne passe pas par uniquement la branche gauche. Donc, lorsqu'on veut implanter un dispositif de resynchronisation cardiaque avec une sonde dans le sinus coronaire, on est obligé, en règle générale, si le patient est en rythme sinusal, d'implanter 3 sondes, une sonde dans l'oreillette, une sonde dans le ventricule droit, une sonde dans le sinus coronaire. Il y a une technique qui est très intéressante, qui est en fait cette technique avec une sonde de défibrillation au niveau du ventricule droit, qui est un dipôle qui permet de détecter l'activité atriale et donc de resynchroniser entre les oreillettes et les ventricules avec une seule sonde. Et j'avoue que c'est une technique qui est en train de revenir à la mode alors qu'on l'avait connue il y a des années. Chez les patients en fibrillation atriale, bien sûr, surtout si on n'a pas d'espoir de remettre le patient en fibrillation en rythme sinusal, on n'implante que 2 sondes. Hop, pardon. Alors, pour la sonde de stimulation ventriculaire droite, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut la mettre à l'apex? Est-ce qu'il faut la mettre au septum? Il n'y a aucune différence. Toutes les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Et le futur, et Marek va probablement nous en parler, c'est peut-être d'associer la stimulation de la branche gauche avec une sonde dans le sinus coronaire, comme ça a été montré dans l'étude LOT. Alors, comment stimuler le ventricule gauche? Dans la grande majorité des cas, c'est par le sinus coronaire. Les sondes épicardiques ont été utilisées au début, mais maintenant c'est très rare, sauf dans des contextes de patients qui sont opérés par nos collègues chirurgiens cardiaques. La stimulation endocardique, je crois que c'est vraiment compliqué. Les sondes conventionnelles, il y avait beaucoup de risques d'AVC, et le leadless spacing a un petit peu de mal à émerger. Et puis maintenant, on a de plus en plus la stimulation de la branche gauche dont Marek va nous parler après. Alors, quand on va implanter un patient avec une sonde dans le sinus coronaire, en fait, si le patient doit avoir une coronarographie, il faut absolument demander à votre coronarographiste de faire un temps long de la coronarographie. Ça vous permet d'avoir une idée du sinus coronaire et éventuellement de son anatomie. Il faut toujours regarder les résultats de l'échocardiographie, notamment la taille de l'oreillette droite et la taille du ventricule gauche, parce qu'en fonction de la dilatation atriale ou ventriculaire gauche, eh bien, vous choisirez des cathéters avec des courbures différentes. Bon, bien sûr, il faut toujours faire une antibioprophylaxie, avoir un anesthésiste si c'est possible, parce que c'est quand même plus confortable pour le patient. Si vous devez upgrader un patient, c'est-à-dire un patient qui a déjà un appareil de stimulation de défibrillation, il faut toujours vérifier avant de mettre le patient sur la table que vous avez une bonne perméabilité de la veine sous-clavière, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. En fait, techniquement, moi personnellement, je pense qu'il faut éviter de tout mettre dans la veine céphalique, mais il faut utiliser la veine céphalique ou axillaire et la veine sous-clavière. Vous voyez, ça c'est un exemple de coronarographie où vous voyez bien au temps long le sinus coronaire. Ça vous permet donc de repérer l'ostium du sinus coronaire. Et là, vous voyez que vous avez déjà une belle veine latérale dans laquelle nous avions implanté une sonde à l'époque. C'est une vieille image d'une sonde bipolaire.
La perméabilité, c'est important. Beaucoup d'opérateurs croient à l'écho Doppler, et ça, il faut vous en méfier énormément, parce que de temps en temps, vous pouvez avoir une occlusion de la sous-clavière. Vous avez une collatérale qui est juste à côté, qui n'est pas la sous-clavière. En fait, votre dopplériste va vous dire que c'est perméable. Et moi, je conseille toujours, la veille de l'intervention, de faire une vénographie pour s'assurer de la perméabilité de la veine, et si elle est occluse, de savoir si on va tenter ou pas de la désobstruer. Alors, pour cathétériser le sinus, comme vous voyez, je vous ai mis un exemple ici, mais on a énormément de types de cathéters. Lorsque j'ai débuté la resynchronisation en 1994, on n'avait pas ces cathéters-là. On y allait comme ça, à la pêche, avec une sonde. La durée moyenne de procédure était de 5 à 6 heures, avec un succès qui était quand même important, parce que c'était un patient sur 2. Vous voyez, c'était compliqué, avec, je ne vous dis pas les temps de scopie. Aujourd'hui, on a des cathéters, on a même des petits cathéters internes, comme vous voyez ici, qui peuvent vous aider lorsque vous n'y arrivez pas avec le cathéter classique. Alors, le problème de la resynchronisation cardiaque par le sinus coronaire, c'est de trouver le sinus coronaire, et comme vous le voyez sur cette planche anatomique, il est dans une position postéromédiane entre la veine cave inférieure et l'anneau tricuspide inférieur. La position du sinus va beaucoup changer en fonction de la taille de l'oreillette droite, de la taille du ventricule gauche, ou si votre patient a été opéré par nos collègues chirurgiens cardiaques qui peuvent de temps en temps modifier les rapports anatomiques, notamment en cas d'intervention mitrale. La technique, elle est relativement simple, mais il faut savoir que lorsque vous mettez votre gaine au niveau de la veine sous-clavière, vous descendez dans l'oreillette droite, eh bien, le premier geste à faire, c'est, quand vous êtes en haut de l'oreillette droite, c'est de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre votre cathéter pour aller le plus postérieur possible, et ensuite seulement vous descendez tout doucement. Et vous voyez, comme le montre cette image, il faut vraiment aller en position 1, vraiment très postérieure, et ensuite on descend tout doucement, et en règle générale, on tombe directement dans le sinus coronaire. L'erreur que font beaucoup de jeunes au départ, c'est qu'ils descendent le cathéter très bas, et ensuite, ils essayent d'aller en arrière. Le problème, c'est qu'ils sont déjà passés devant le sinus et ils n'arrivent pas à cathétériser, donc vraiment partir de très haut. Alors, vous voyez, il y a différentes techniques. Là, c'était un patient chez qui on avait un petit peu de mal à rentrer dans le sinus, donc on peut utiliser des petites injections de contraste, et il est toujours recommandé de cathétériser le sinus avec un guide J pour éviter d'être traumatique, parce que si vous disséquez un cœur, vous verrez comment est fine la paroi du sinus coronaire. Et donc, c'est extrêmement important de ne pas disséquer ce sinus et donc d'aller avec, comme nos collègues angioplasticiens dans les cavités cardiaques, avec des guigies souples. Une fois que vous êtes dans le sinus, il faut toujours bien vérifier où vous êtes, parce qu'ensuite, après, on va faire une vénographie en mettant un ballon que je vais vous montrer. Et vous voyez qu'ici, on était dans le sinus, mais vous voyez, on était déjà dans une veine postérieure, postérolatérale, et si vous gonflez ce ballon dans cette veine-là, vous allez exploser votre sinus. Vous voyez, et là, donc, on avait retiré ensuite notre gaine, on était remonté dans le sinus, et ici, vous voyez l'angiographie qui a été faite. Là aussi, l'angiographie, c'est un temps qui est extrêmement important. Ici, vous avez le ballon qui vous permet d'occlure le sinus coronaire et qui va vous permettre de faire une opacification du sinus coronaire. Eh bien, vous voyez que... je voulais la relancer, c'est pas grave. Vous voyez que ici, nous étions déjà à l'intérieur de la veine, et si on gonfle le ballon, là, on va disséquer la coronaire. Donc, toujours être très, très prudent dans ce temps où on fait l'angiographie, parce que là, c'est là où on a le plus risque de dissection. Toujours faire aussi une vue en face ou oblique droit et en oblique gauche, parce que vous voyez qu'ici, vous avez deux veines, et sur cette oblique antérieure droit, vous ne savez pas quelle est la veine qui est la latérale, et vous voyez qu'ici, il est facile de l'isoler. Celle-ci, c'est la grande veine cardiaque qu'il ne faut pas cathétériser. Il faut aller au niveau de cette veine-là, donc toujours travailler avec plusieurs vues, et notamment une vue oblique gauche. Donc après, vous avez fait votre angiographie. Alors, quelle veine vous allez choisir? Vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs choix. Vous avez cette belle veine
ici latérale, mais vous avez d'autres veines qui sont possibles. Celle-ci est la numéro 2, mais qui est petite. Celle-ci, la 3, qui est encore plus petite. Et puis ici, on la voit mal, mais vous avez la grande veine cardiaque. Donc, quelle veine choisir? Alors, Marek va vous montrer tout à l'heure que pour la stimulation de branche gauche, il faut avoir des critères très précis au niveau des signaux. C'est extrêmement important. En synchronisation avec le sinus coronaire, eh bien, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. On mesure ce qu'on appelle le QLV, c'est-à-dire le délai entre le début ici de l'onde Q et le signal enregistré au niveau de la sonde gauche. Et il a été démontré qu'il fallait au moins 100 millisecondes pour améliorer le résultat de la resynchronisation cardiaque. Ensuite, une fois qu'on a positionné notre sonde, il y a l'épreuve redoutée par les gens qui débutent. Il faut couper cette gaine, vous voyez, avec différents outils. Et là, il y a toujours un petit risque de déplacement. Mais enfin, avec un peu d'habitude, cela se passe bien. Alors, je voulais vous montrer un exemple. Là, c'est une patiente qui a 50 ans, qui a une cardiopathie non ischémique, un bloc de branche gauche, fraction d'éjection qui est très basse, elle est en traitement médical optimal, elle est en classe 2 à 3, et vous voyez qu'elle a un très joli bloc de branche gauche. Ici, vous allez voir son échographie qui vous montre une dilatation du ventricule gauche avec une belle désynchronisation. On voit bien ce qu'on appelle ce apical rocking au niveau de la pointe du ventricule gauche. Et bien, chez cette patiente, on a implanté une sonde au niveau du sinus coronaire, vous voyez, dans cette belle veine latérale. Et ensuite, vous voyez qu'on affine les QRS. Les QRS se sont affinés, ils sont passés de 170 à 125 millisecondes. Et surtout, ce qui est plus impressionnant, c'est le résultat de l'échocardiographie, parce que vous voyez qu'elle a retrouvé un ventricule gauche normal avec une fonction normale, sans désynchronisation. Là, c'était pour vous montrer que parfois, c'est un petit peu compliqué. Ici, vous voyez, vous avez une opacification qui vous montre en fait qu'on est au-dessus d'une veine latérale ici, qu'on ne voit pas bien, mais qu'on voit par le retour veineux. Et on va voir qu'ici, ça a été un petit peu difficile. On a dû utiliser une gaine interne. Vous voyez ici, on essaye donc de mettre un guide à l'intérieur de cette veine. Et ensuite, on va rentrer cette gaine interne avec son dilatateur pour essayer d'aller le plus loin possible, parce qu'en fait, il y avait une valve au niveau. Vous voyez, on avance la gaine interne. Et sur la gaine interne, après, vous allez voir qu'on peut facilement positionner la sonde quadripolaire, vous voyez, et qu'on va même pouvoir remonter assez haut au niveau de la partie latérale du ventricule gauche. Donc, ce n'est pas toujours facile, il faut avoir plusieurs outils, il faut aussi savoir changer d'outil. Mais en règle générale, on verra tout à l'heure, 95% des patients sont implantés. Il faut savoir qu'on travaille aussi dans un système veineux. Il faut s'attendre à avoir des valves. Alors, on a les valves de Vieussens. Ici, vous avez cette valve-là, vous voyez, qu'on voit ici, et qui peut vous gêner à atteindre cette veine latérale. Et puis, on a aussi d'autres veines qui sont parfois au milieu du sinus coronaire. Ici, on pouvait penser qu'il y avait une occlusion du sinus coronaire. Eh bien non, quand on a retiré le ballon, en fait, on se rend compte que le sinus coronaire n'est pas du tout occlus, mais qu'il y avait une valve et que notre ballon était juste sous la valve. Donc, on est dans un système veineux. Il faut aussi apprendre à franchir les valves avec nos sondes. Donc, pour conclure, je dirais que l'implantation d'une sonde dans le sinus coronaire est un beau taux de succès, plus de 95%. Il y a peu de complications si vous êtes un opérateur qui, 1, a l'habitude d'en faire et 2, est extrêmement prudent. Et je vous ai montré ici la complication redoutée qui est une dissection du sinus coronaire. Vous voyez, si vous avez le ballon, en fait, cette dissection était liée au fait que l'opérateur était déjà rentré dans une petite veine et quand il a gonflé le ballon, ça a complètement explosé. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est s'en aller, attendre 3 semaines et en général, la dissection se recolle. Il ne faut surtout pas, comme l'avait fait un de mes jeunes fellows à qui j'avais dit de ne pas faire, mais essayer de continuer à implanter. Et il m'a appelé après parce que la sonde avait d'excellents seuils, mais elle bougeait beaucoup. En fait, elle était partie dans le péricarde. Donc, quand c'est disséqué, on attend, on revient 3 semaines après et on peut réimplanter. On a maintenant de moins en moins de problèmes avec la stimulation phrénique, qui est une stimulation, vous voyez, du nerf phrénique, parce qu'en fait, le nerf phrénique passe très près de la veine latérale. Maintenant, avec les sondes quadripolaires, on arrive à bien s'affranchir de ce problème-là, comme des problèmes de seuil très élevés, comme parfois dans les cardiopathies ischémiques.
on peut avoir des difficultés anatomiques. Vous voyez ici, je vous ai mis les différents types de valves que l'on peut rencontrer. Vous voyez, au niveau donc, de l'entrée du sinus coronaire. Alors celle-ci ne va pas beaucoup poser de problème, mais vous imaginez bien que celle-ci ou celle-ci vont poser des problèmes. C'est un système veineux, il faut apprendre à franchir ces valves. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Leclerc, pour cette très belle présentation. Alors, nous garderons les questions inhérentes à ce thème de resynchronisation cardiaque à la fin de la séance, des deux présentations. Et to continue, I now have the pleasure of inviting Professor Marek Jezdebski, Head of Electrophysiology Laboratory at Jagiellonian University in Cracovie, Poland. He is also one of the leading experts in cardiac pacing worldwide. He will present now resynchronization therapy using conduction system pacing. You have the stage. Thank you very much, and thank you for inviting me to this beautiful country and for this important conference. This is a debate session, so I was prepared a little bit more to oppose Christoph. However, I know I cannot win with him because he's a better speaker and he has guidelines and a lot of studies considering BIV. And I also know that I cannot really present the technique completely within 15 minutes. So instead, I will tell you my story, why I use CSP as the first line approach to CRT, why I switched from BIV to CSP to obtain CRT effect in my patients. So don't think, maybe let's go back to the previous slide, because actually, intuitively, the answer why CSP over BIV is very simple. If you look at this picture, if you look at this, you will see that obtain CRT with BIV, you need to place the lead in the coronary sinus, which is not physiological. You pace epicardially, you are at the mercy of the venous anatomy. Sometimes the vein is in completely wrong position to obtain resynchronization. And this is artificial way of pacing because the evolution, the nature developed left bundle branch, right? It's there for us. If there is left bundle branch block here, it is natural that you can repair it by pacing here and then use this excellent way to activate the lateral wall rather than to use a prosthesis. So this is natural way. This is the paradigm of medicine. If something is broken, repair it, if possible, rather than to use a prosthesis. Prosthesis should be a second-line approach, and this thinking is the first thinking that convinced me that we should use CSP to repair the problem where it occurred, rather than to use a prosthesis. Okay, let's go to the next slide. But don't think that I have not used CRT. Maybe you use CSP because you don't know how to implant BIV. This is not true with me. Actually, I have implanted hundreds of classical BIV CRT systems. 25 years ago, I saw my first BIV that was in London at St. George's, and I immediately fell in love with that pacing technique. Since that time, when I came back to my hometown, Krakow, implanted the first CRT in Krakow, and I was doing this for many years, and I was really in love with that technique, which helped so many patients, was so interesting. And what you see here is one of my last studies concerning classical BIV CRT. So when you do CRT and you have a this QRS, you may narrow it, but sometimes, especially non-IVCD, you will actually prolong the QRS. So I look at over 500 of my cases, look just at the all-cause mortality after many years of follow-up, and this is what I have found, that if you narrow the QRS, like 20, 30 milliseconds, then the chances of death go down. But if you prolong the QRS, the chances of death go up. So basically, it is not important that you put the lead in the CS. What is important is what kind of QRS you obtain, whether you have resynchronization or not. So it's not the CS lead that helps, it's the resynchronization that helps. So having that study in mind, then this case occurred. Look at this case. It was 2015. He was a 72-year-old gentleman, and we tried BIV CRT, as was my standard approach, and I failed. Then I did it
second approach, I failed, despite having like 500 of CRTs implanted, difficult anatomy. Then I asked my colleague, he also failed. Together we spent 1 hour of fluoroscopy. No result. And then I said, okay, let's try the fourth time, this time his bundle pacing. And with 3 minutes of fluoro, I had this QRS. Just 3 minutes. So not only that the patient was successful, now we have 10 years of follow-up, he's still super responder, normal ejection fraction, still the threshold around 1 volt. So not only that the procedure was successful, but look at the type of QRS that we have obtained 10 years ago. Absolutely impossible with classical BIV CRT. So after that case, I was thinking, why I didn't try the HIS as the first approach? Then these 3 failed procedures, 1 hour of fluoroscopy would not be there. And even if I was successful, I would never have such a QRS. Maybe I would have to implant in the anterior vein to be successful. So after that case, I was thinking, okay, right now, maybe this should be the first line approach in my lab rather than BIV. And the BIV CRT should be the bailout, not the other way around. And this is what I did. Since that case, I always tried the HIS and then left bundle branch pacing first. Because if you go back to that study, what kind of QRS narrowing usually you obtain? If you look at big trials, sometimes the average QRS narrowing is like 10 milliseconds. So you are here. Very rarely you are here. Very rarely you can narrow QRS by 40 or more. But with CSP CRT, narrowing by 60 milliseconds is very easy. So I was thinking, I want to optimize my patient, not only to be responder, but to be super responder. I want to normalize QRS as much as possible. So this is why I want my patients to be here. So this is why CSP CRT I will choose over BIV CRT, which, like in this case, look at this QRS and look at this QRS. Actually, it didn't narrow the QRS at all. So that really convinced me that we should use it. And it's not only the ECG. If you do, for example, this is our case where we use the ECG belt. So look at this. You have a delay on the posterior wall with left bundle branch block. You help that with BIV. But still there is some delay at the very posterior wall. But with left bundle branch pacing, very synchronous activation and the standard deviation of activation times very low. So I want to optimize, I want to obtain as much synchronization as possible. I would choose conduction system pacing. And another very important endpoint for me is this, what you see here, the acute hemodynamic response. I do it in every case. And this is what I see. I see with left bundle branch pacing, when you exchange left bundle branch block to no left bundle branch block, blood pressure immediately goes up. So I know that I resynchronize, not only from the ECG belt, I also know from the hemodynamic response that I resynchronize the patient, so nothing will stop me to use that method, even if there are no big trials to support it. But there are other ways, other reasons why CSP is better than BIV to obtain resynchronization effect. If you look at this paper just published a couple of weeks ago, where we pace the superior fascicle and inferior fascicle to obtain so-called bifascicular pacing, and you see with bifascicular pacing, the activation is much more synchronous than with single fascicle pacing. And that brings me to the point. With conduction system pacing, you can really personalize resynchronization. Look at this case. This is one of the BIF cases from that study. The QRS just 122, so very, very mild IVCD. Mild IVCD. Can you improve that? Can you improve that with CRT based on coronary sinus pacing? No, you will always prolong the QRS, you will increase the synchrony. The same is true when you just pace one fascicles, right? The QRS actually is broader, but when you pace both fascicles, one of them targeting the blocked fascicle here, because this is superior fascicular block, when you pace the superior fascicle, combine it with the inferior fascicle, you obtain super narrow QRS with just 106 milliseconds. And the QRS area also goes down. So that tells me that with this technique, I can target patients I could not target before with classical BIV CRT. You can really address the electrical and mechanical desynchrony where it is with targeting appropriate fascicle or appropriate area in the heart. Let's look at this study, also published just a couple of weeks ago in European Heart Journal.
over 3,000 patients, 14 European centers, patients without indication for resynchronization. And yet, if you place left bundle in these patients instead of right ventricle, after 4 years, the difference in total mortality is over 10%. So 10 patients out of 100 will be alive instead of being dead. Why? Again, because of resynchronization. But resynchronization in a group that you can't really address with classical BIV-CRT. There were attempts like BLOCK-HF or BioPace study, all with very controversial outcomes. But here, you see that you can target resynchronized patients where you would not use conventional BIV, because it is difficult to resynchronize with BIV, but very easy with CSP. So CSP expands the resynchronization indication to everyone for me, because it's not true that you have 35% ejection fraction or below, you have indication for CRT, but 41 you have no. The benefit of resynchronization is continuous. Benefit is continuous across all ejection fractions, only it is smaller when your ejection fraction is higher, but it's still there. So if you use CSP, you can use it for all patients, regardless what kind of ejection fraction you have. And here we had ejection fraction over 50%, and yet this patient did benefit from more synchronous activation, because this is what we have obtained. There is no really other reason why left bundle branch pacing in this group would produce better survival compared to RV pacing, because you do not desynchronize them, because you narrow the QRS if the baseline QRS was broad. So this is a very strong argument for me to use CSP, because you don't have to divide, the hair, what kind of ejection fraction there is, do I do CRT, do I don't do CRT? You do conduction system pacing to all comers. And another reason for me why I prefer CSP over BIV to obtain resynchronization effect is that CSP from the very beginning was endpoint based, while CRT was not. The guidelines tell you implant the lead in the coronary sinus and call it coronary resynchronization therapy. Look at this case. I saw this non-responder and I saw that the lead is here. This is the RV lead. So what is resynchronized? Anterior wall? Maybe sternum, I don't know, but definitely not posterior wall or lateral wall. And yet, per guidelines, this is CRT. I call this not CRT, but coronary sinus pacing therapy, because there is no endpoint that will tell you when you have obtained CRT effect with BIV pacing, while this is not the case with CSP. With CSP, you have features of left bundle branch block in the ECG, and these features have to be gone. Look at this case. Any sign of left bundle branch block here after you pace the left bundle or his bundle? No. The time from the beginning of the QRS to the peak is within the range of a normal, healthy QRS. No way there is electrical asynchrony here. And that's the endpoint for me. And that also is a very important thing to consider when you do CRT using CSP. You need to have an endpoint, because if you don't have that, that's not CRT. Look at this case. This is a very typical case. I would say even half of my cases right now are like that. So you implant the left bundle branch lead. And this is the QRS you obtain. Still very broad in V6. In V1 you see absolutely no R wave. But I tell you, I have confirmed capture of the left bundle in that case. What does it mean? It means that the left bundle was diseased and you pace it, it's like beating a dead horse, right? You are pacing the left bundle, but it does not resynchronize the lateral wall. So can you call that CRT? No. The endpoint is not met. This is not CRT. So what you have to do, you have to implant a CS lead in a case like that and combine two wavefronts, and then look at LOT CRT V1. Now we have the R wave, look at the lead 1. Now the very fast activation lead 1, opposing to what we had with just left bundle branch area pacing. So in a way, you combine two methods into one. When I did first case like that in 2018, I didn't know how to call it, but then we decided to do a study about that, and I had to come with a name, and I decided to let's call it LOT CRT, because there was already hot CRT, and the name LOT CRT became popular, the name LOT CRT. So LOT CRT basically is you use CS pacing
to activate the lateral wall and use left bundle branch pacing to use as much as possible of native conduction that is still existent. So why do we have in some patients, actually quite a lot of patients, such ugly V6 and V1 despite pacing here in the left bundle? Because the left bundle is diseased, as you see here, and the activation is so slow that the activation wavefront to the RV wins. This is why you have such a V1. Activation of the RV wins. This is why it is not resynchronization, and you need this second activation wavefront. And in this way, having lots CRT, I was able somehow to reconcile my old lab that is BiV pacing and my new lab that is CSP, and you just can do both together, because in the end, it doesn't matter what kind of technique you're using. What matters is if you have obtained CRT effect. This is why I will say it for the last time. You need an endpoint for your procedure to know that you have obtained resynchronization. Might be hemodynamic, maybe ECG, maybe ECG belt. It should be something that tells you that you did a good job. It cannot be just that you put the lead in the septum and call it CSP, or put it in the coronary sinus and call it CRT. No. That's not the way it should be done. With this, I will conclude and would like to thank again for the invitation. I'm very happy that I'm here. Thank you. Thank you very much. Je remercie nos honorables orateurs pour cette excellente présentation concernant la synchronisation cardiaque. Mais on passe actuellement à la deuxième controverse, je dirais, concernant la défibrillation cardiaque. Et j'appelle notre cher ami, l'ami de la Tunisie, l'ami toujours, professeur de Faye, qui va nous parler de la défibrillation sous-cutanée en prévention primaire. Merci beaucoup et merci à la société tunisienne, à mon ami Youssef, à toute l'équipe de la société tunisienne pour leur invitation. Je n'avais pas au départ tout à fait compris que c'était une controverse, mais je vais la traiter comme une controverse. Donc je vais parler du défibrillateur en prévention primaire et moi je vais défendre la position du défibrillateur sous-cutané. Pourquoi le défibrillateur sous-cutané ? Parce que un défibrillateur avec des sondes entraîne un certain nombre de complications potentielles. Vous avez ici quelques exemples d'horreur comme des ruptures de sonde, pneumothorax et implantation, qui n'est pas très grave, mais quand même. Et puis, on a bien vu avec Christophe à l'instant des thromboses sous-clavières induites par les sondes. Tout ça induit une mortalité, une morbimortalité importante, et puis le risque d'infection. Et quand vous regardez toutes ces études sur la performance des sondes au long terme, finalement, au bout de 10 ans, dans certaines études, vous avez 40% des sondes de défibrillateurs qui sont hors d'usage. Et vous savez également que quand on retire ces sondes, c'est compliqué, c'est plein d'adhérences, et ça entraîne un surrisque aux patients. Vous avez ici une sonde de défibrillateur qui est une double coque, on n'implante plus maintenant, mais quand même, qui a des adhérences et des fibroses tout le long du trajet de la sonde. Une autre sonde implantée 6 ans auparavant, avec des adhérences tout le long de la sonde. Les risques de perforation aussi, qui sont non négligeables avec ces sondes, qu'on peut retrouver dans les poumons, voire même plus loin. D'où l'idée de ce défibrillateur sous-cutané, totalement sous-cutané, ne nécessitant aucune sonde à l'intérieur des... Ouais, c'est bon. À l'intérieur du cœur, à l'intérieur des vaisseaux, et il n'y a pas besoin de fluoroscopie. Et vous avez ici un exemple d'une position habituelle, actuelle, du défibrillateur sous-cutané intermusculaire. Vous savez comment ça marche, hein, ça fonctionne avec une sonde qui est positionnée en pré-sternal, avec une détection qui est faite avec des vecteurs. Alors il faut que les patients passent le screening avec les vecteurs pour pouvoir l'implanter. Et vous avez 3 vecteurs, un vecteur primaire, un vecteur secondaire en rouge et un vecteur alternatif en bleu au niveau du coil qui est positionné au niveau sus-sternal. Voilà la position du défibrillateur, hein, entre le dentelé antérieur et le grand dorsal, dans une position intermusculaire qui est le mieux tolérée. Et vous voyez ici généralement le résultat qui est relativement joli, avec une technique avec 2 incisions et un défibrillateur enfoui en intermusculaire. Vous avez ici la vue... Je ne sais pas comment ça va. La vue radiologique avec la sonde qui est positionnée
en rétrosternal, en presternal, excusez-moi, en presternal. Je parlerai du rétrosternal tout à l'heure. Et en fait, ce défibrateur sous-cutané a évolué puisque les premiers ont été implantés au début des années, avec la première génération. La preuve de concept, c'était au début des années 2000. Et le premier défibrateur, qui était Cameron, qui est une société rachetée par Boston Scientific, avec les premiers implantés il y a une douzaine d'années. Et maintenant, on en est à un défibrateur qui s'appelle l'Emblème. Et dans les années proches, les mois proches, l'association, je vais en reparler, avec le leadless. Alors, vous voyez, quand on veut comparer les deux, le défibrillateur sous-cutané a un certain nombre d'avantages par rapport au défibrillateur transveineux. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il n'y a pas d'ATP, de stimulation antitachycardique, il n'y a pas de possibilité de stimulation. Par contre, il y a une très bonne détection. Et concernant l'extraction, c'est facile et il n'y a pas de risque à l'extraction, alors que le défibrillateur transveineux, bien entendu, il y a une possibilité de stimulation cardiaque, temporaire ou permanente, de stimulation antitachycardique, une détection qui est à peu près identique. Par contre, l'extraction est beaucoup plus complexe et beaucoup plus à risque, et il y a des dysfonctions de sonde qui sont relativement fréquentes. Vous avez ici des exemples de détection par un défibrillateur sous-cutané avec un choc chez un patient implanté en prévention primaire, efficace au deuxième choc. Ici, un choc chez quelqu'un un jeune homme qui faisait du snowboard et qui a été choqué sur une tachycardie ventriculaire rapide. Et puis, parfois, des chocs inappropriés, mais qui sont en fait beaucoup moins fréquents qu'on puisse le penser. Ici, c'est un patient qui utilisait une ponceuse avec des vibrations, mais je pense que même avec un défibrillateur transveineux, il pourrait être choqué, puisqu'ici, il y a des artefacts qui sont générés par cette ponceuse, et un patient qui est choqué et qui arrête, bien entendu, l'utilisation de la ponceuse. Alors, sur le plan des recommandations actuelles et des recommandations européennes qu'on applique en France sur le défibrillateur sous-cutané, il y a des recommandations qui sont quand même relativement fortes, puisque le défibrillateur sous-cutané est en classe 2A, et finalement, actuellement, qu'est-ce qu'on fait quand on pose une indication de défibrillateur? On se demande toujours, est-ce qu'il y a la place, est-ce que ça peut être une indication de défibrillateur sous-cutané? Et si ça n'en est pas une, mais en première intention, on va proposer un défibrillateur sous-cutané. S'il y a besoin de stimulation ou besoin d'ATP, on proposera plutôt un défibrillateur transveineux, mais en dehors de ça, en prévention primaire, la plupart du temps, on va proposer un défibrillateur sous-cutané. Alors les limitations, bien entendu, il y en a, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de stimulation permanente, mais vous le voyez, quand on regarde les séries, il y a finalement assez peu de patients qui ont besoin de l'association de la stimulation et du défibrillateur. Et puis l'ATP, la stimulation antitachycardique pour les tachycardies monomorphes, qui ne peut pas être utilisée, mais vous verrez, ça va bientôt être possible, puisque dans les mois qui viennent, on va pouvoir associer le défibrillateur sous-cutané à un stimulateur sans sonde, et ça c'est l'étude Modular ATP qui nous a prouvé que ça fonctionnait. Elle a été publiée il y a à peu près 1 an et demi, et vous voyez que le fonctionnement de cette association est extrêmement bonne. 97% des patients n'ont pas d'effet secondaire, avec une efficacité de l'ATP associée avec un défibrillateur sous-cutané qui converse avec le leadless par une télémétrie conductive et qui va permettre de délivrer de l'ATP pour traiter des tachycardies ventriculaires. Donc bientôt, on va pouvoir faire de l'ATP avec ce défibrillateur sous-cutané. Et c'est un système qu'on peut appeler modulaire, puisqu'on peut mettre le défibrillateur, et puis en cas de survenue de tachycardie ventriculaire monomorphe, on pourra upgrader avec un leadless, mais on n'aura en tout cas pas de sonde endocavitaire, on n'aura qu'un leadless. Et ici, c'est ce on avait participé à l'étude initiale à Grenoble, et ça c'est parmi les premiers qu'on avait implanté en 2023, où vous voyez la mise en place du leadless après avoir mis en place le défibrillateur sous-cutané, et puis le fait de converser entre le leadless et le défibrillateur sous-cutané pour envoyer de l'ATP. Voilà, c'est un leadless qui est très proche du Micra, puisqu'il a un ancrage qui est à peu près avec le même système. Alors, ce défibrillateur sous-cutané,
Vous savez qu'il est validé par de grandes études. La grande étude initiale, c'est une étude qui s'appelle Prétoriane, et qui est une étude randomisée qui compare défibrillateurs sous-cutanés et défibrillateurs transveineux. C'est une étude de non-infériorité. Elle a été publiée dans le New England en 2020. Et vous le voyez sur le endpoint, il n'y a pas de différence, c'est non inférieur. Le primary endpoint, c'était une association de complications et de chocs inappropriés. Il n'y a absolument pas de différence significative entre défibrillateurs transveineux et défibrillateurs sous-cutanés. Par contre, l'énorme avantage, c'est sur le plan des complications liées aux sondes, ou de façon hautement significative, vous avez beaucoup moins de complications liées aux sondes avec le défibrillateur sous-cutané par rapport au défibrillateur transveineux. Une autre étude qui a été publiée il y a quelques années, c'est l'étude Untouch, c'est Circulation, vous voyez, c'est que des grandes revues qui ont publié les résultats et la validation des bons résultats avec le défibrillateur sous-cutané. Vous voyez que le taux de choc inapproprié, 3,1% à 1 an, n'est pas supérieur au défibrillateur transveineux, c'est à peu près identique. Une autre étude qui est l'étude Atlas, et qui montre également que sur un des endpoints primaires qui étaient les révisions de système, quand on compare le défibrillateur sous-cutané et le transveineux, en fait le petit p est non significatif, il n'y a pas de différence. Et vous voyez ici, vous avez les taux de choc appropriés qui est à peu près identique et le taux de choc inapproprié qui est peut-être un petit peu supérieur ici, mais le petit p n'étant pas significatif. Et puis, je pense que la plus grosse série sur le défibrillateur sous-cutané, la plus grosse cohorte sur le défibrillateur sous-cutané, c'est une cohorte qui s'appelle Honest. C'est une cohorte française, puisqu'il y a plus de 5000 patients qui sont inclus dans cette étude de façon prospective. Et on avait inclus, et c'est sous la direction de l'équipe de Georges Pompidou, d'Éloi Marijon qui est ici, qui coordonne toute cette cohorte Honest de tous les centres français qui incluent des défibrillateurs sous-cutanés. Et de façon exhaustive, on a inclus tous les patients, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les complications concernant le défibrillateur sous-cutané. Vous voyez qu'il y a maintenant plus de 5000 patients inclus. Et cette étude-là commence à être publiée, un certain nombre de grandes publications avec cette cohorte Honest. Ici, c'est une cohorte qui a été publiée cette année, c'est des résultats qui ont été publiés cette année comparant le défibrillateur sous-cutané implanté de novo au défibrillateur sous-cutané implanté, on peut dire, comme rescue après extraction, après complications liées au défibrillateur transveineux. Et en fait, quand on compare ces deux populations, on s'aperçoit qu'effectivement, alors vous voyez, c'est des défibrillateurs qui ont été implantés très souvent après, dans les rescues, après infection de défibrillateurs transveineux. Mais sur le plan des résultats, on a une efficacité comparable du défibrillateur transveineux au défibrillateur sous-cutané. Bien entendu, c'est des patients qui sont plus à risque, donc il y a plus de mortalité, mais sur le plan des réinterventions, des complications, il n'y a pas de différence significative entre le défibrillateur sous-cutané et le défibrillateur transveineux. Et puis, il y a une grande... À partir de cette cohorte Honest a été publiée il y a quelques semaines la première étude qui nous montre qu'en fait, parce que vous savez que quand on met en place un défibrillateur transveineux, on a des études qui nous montrent qu'en fait, il n'y a plus besoin de faire des tests pour valider l'implantation. Donc on induit plus une fibrillation ventriculaire quand on met un défibrillateur transveineux, contrairement au défibrillateur sous-cutané pour lequel il n'y a pas encore d'études validant le fait qu'il ne faut pas induire une fibrillation ventriculaire. Et pour la première fois, donc, a été publié dans le JACC il y a quelques semaines les résultats d'Honest, et c'est la première étude sur l'induction avec le défibrillateur sous-cutané, qui montre qu'en fait, en les appariant de façon extrêmement stricte, les patients qui ont, pour de multiples raisons, pas eu d'induction de fibrillation ventriculaire avec le défibrillateur sous-cutané par rapport à ceux qui ont été induits, il n'y a pas de différence significative sur le plan des chocs appropriés, sur le plan des chocs inappropriés, sur le plan de la mortalité. C'est absolument non différent. Donc ça nous montre, et que je pense qu'à partir de cette
cohorte Honest, on peut maintenant dire qu'on n'est plus obligé d'induire une fibrillation ventriculaire avec le défibrillateur sous-cutané, alors qu'on attend toujours l'étude qui s'appelle Praetorian DFT, mais qui n'a pas encore été publiée, l'étude randomisée, sur la nécessité ou non de faire un choc, de faire une induction avec le défibrillateur sous-cutané. Puis dans cette cohorte Honest, il y a également un sous-groupe de congénitaux qui ont été implantés, des jeunes patients qui ont été implantés avec un défibrillateur sous-cutané. Et en fait, on voit quand on compare cette population de congénitaux implantés avec un défibrillateur sous-cutané par rapport au reste de la population, qu'ils ont plus de chocs appropriés, mais sur le plan du risque de complications, il n'y a pas de différence avec les patients qui sont implantés tout venant avec un défibrillateur sous-cutané. Et puis, il ne faut pas oublier que maintenant, on n'a pas uniquement le défibrillateur sous-cutané, mais on a une autre possibilité d'implantation de défibrillateur en dehors des cavités cardiaques, en dehors des trajets veineux, c'est le défibrillateur extravasculaire. Alors on pouvait penser au départ que ça puisse être complexe. Moi, j'étais un peu réticent au départ, en voyant cette technique arriver, de mettre en place cette sonde. C'est le défibrillateur extravasculaire, c'est un appareil qui s'appelle Aurora. On va positionner la sonde en rétrosternal, dans l'espace virtuel rétrosternal. Et le défibrillateur, lui, est positionné finalement au même endroit que le défibrillateur sous-cutané. L'avantage, c'est que cet appareil est un appareil de même taille qu'un défibrillateur transveineux, donc il est beaucoup plus petit, 2 fois plus petit, et qui va choquer à une énergie qui est identique à un défibrillateur transveineux, et que la potentialité, c'est qu'il puisse faire de la stimulation antitachycardique quand c'est nécessaire. L'avantage de ce défibrillateur extravasculaire, c'est que donc les seuils de défibrillation sont bien moindres avec un défibrillateur sous-cutané en choc à 80 joules, alors que là, on va choquer qu'à 40 joules, donc 2 fois moins important. Donc la taille du device est bien moindre. La longévité est bien plus importante également, puisqu'elle est identique à un défibrillateur transveineux. Il y a une possibilité de faire de la stimulation et de la stimulation antitachycardique. Et cela a été validé par l'étude sur le défibrillateur extravasculaire. Il y a Christophe qui est dans ce New England et dans cette étude. Nous, on a participé ensuite à d'autres gros registres sur le défibrillateur extravasculaire, mais vous voyez que sur le risque de complications, finalement, il est très faible, et l'efficacité, 98% d'efficacité de la défibrillation, avec des chocs qui étaient inférieurs, avec des seuils qui étaient inférieurs à 30 joules. Alors vous voyez, ça paraît un peu plus compliqué, mais finalement on a appris cette technique, et c'est pas plus compliqué qu'un défibrillateur transveineux. Cette technique qu'on va mettre en place, qui paraît impressionnante, mais en fait on a appris à connaître cette région virtuelle rétrosternale et la possibilité d'implanter cette sonde, vous voyez, cette sonde de défibrillateur extravasculaire, avec le défibrillateur extravasculaire qui est mis en place au niveau latéraux-thoracique. Alors, en conclusion, et pour être un petit peu plus polémique sur la comparaison avec le défibrillateur transveineux, je pense qu'à moyen terme, le défibrillateur va devenir un défibrillateur uniquement transveineux. On ne mettra plus, je pense, de sondes à l'intérieur des cavités cardiaques, sauf si, comme dans la première partie de cette session, on est amené à resynchroniser, peut-être. Parce que la sonde, c'est vraiment le maillon faible, aussi bien en stimulation qu'en défibrillateur. Le défibrillateur sous-cutané, c'est la moitié des implantations de défibrillateurs monochambres en France. Les indications s'étendent, l'extraction est facile, l'efficacité, elle est validée. Praetorian, OnTouch, Atlas et maintenant Honest et toute la cohorte Honest. Et finalement, ce qu'on discute, c'est savoir si on doit mettre un défibrillateur transveineux ou un défibrillateur sous-cutané, mais en premier lieu, on va d'abord se dire, est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas à mettre un défibrillateur sous-cutané. Le futur, c'est l'association entre le leadless et le sous-cutané qui va encore étendre les indications. Et finalement, en 2025, le marché, en dehors des veines, il va se partager entre le défibrillateur sous-cutané et le défibrillateur extravasculaire. Voilà. Merci. Présentation, et j'invite Dr Hagui, qui est le responsable de l'unité de rythmologie à l'hôpital militaire, pour nous convaincre
de l'utilité encore de mettre une sonde endovasculaire. Bon courage, Dr Hagi. Merci, cher Sana. Donc, chers collègues, c'est un plaisir. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié cette tâche pour défendre la sonde endovasculaire. En fait, un défibrillateur, c'est quoi? C'est un appareil qui est implanté chirurgicalement et qui a pour but essentiellement la prévention de la mort subite rythmique en délivrant soit une thérapie anti-tachycardie en cas de tachycardie ventriculaire ou une défibrillation en cas de fibrillation ventriculaire. Mais au-delà de ces deux fonctions, il existe d'autres potentiels aussi à exploiter à travers ce défibrillateurs. C'est le diagnostic des fibrillations auriculaires, c'est le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, c'est le diagnostic de l'apnée du sommeil. Donc il y a plein de fonctions également à exploiter à travers le défibrillateur. Et ces fonctions existent uniquement avec le défibrillateur transveineux et pas avec les défibrillateurs sous-cutanés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc, la prévention primaire, c'est quoi? Il faut mettre un défibrillateur pour la prévention de la mort subite avant la survenue d'un événement rythmique. Et lorsqu'on regarde les indications, donc c'est représenté essentiellement par les cardiomyopathies dilatées essentiellement ischémiques et après non ischémiques. Donc l'ischémique, c'est la grande portion, c'est 60%. La non ischémique, c'est 25 à 35%. Et après, c'est le reste, à peu près 10% partagé entre channellopathie, cardiomyopathie hypertrophique, dysplasie arythmogène du ventricule droit et autres pathologies. Donc, voilà, vous voyez, Pascal, il est en train d'attaquer agressivement la sonde. Et bien sûr, sa stratégie, c'est de dire que voilà l'étude Platinum, voici les complications qui sont essentiellement liées à la sonde, avec un P très significatif. Oui, c'est vrai, mais revenons un petit peu sur cette diapositive. Vous voyez quelle est la différence entre un DEF sous-cutané et un DEF transveineux. Donc, le SICD, c'est totalement implanté par voie sous-cutanée. L'autre, ça nécessite un accès vasculaire. Et le DEF transveineux, il est capable de traiter les bradycardies, il est capable d'arrêter les tachycardies par une stimulation antitachycardique, il permet aussi de resynchroniser en cas de synchronisation. Les points faibles qui ont été déjà évoqués par Pascal, c'est le risque infectieux qui est jugé haut, élevé par rapport au DEF sous-cutané, et les complications, soit la fracture, soit les occlusions veineuses. Mais quant au choc inapproprié, il y a un peu plus de choc inapproprié avec les DEF sous-cutanés parce que quand même la capacité de discrimination elle est un petit peu faible. L'extraction, c'est aussi un point à discuter, donc c'est plus complexe avec les DEF transveineux. Et le point fort des DEF transveineux, c'est la taille quand même. Le DEF sous-cutané reste assez large, assez gros. Et je vais vous donner la comparaison juste après. Alors, donc, pour défendre la sonde transveineuse, il y a 4 questions. Est-ce que l'ATP est quelque chose d'important en prévention primaire? Est-ce que réellement le taux des infections avec les DEF transveineux est élevé? Est-ce que ces fractures et ces fractures de sonde est un problème majeur? Et est-ce que l'extraction de sonde pose réellement un problème? Parce que vous avez vu que Pascal vous a montré des horreurs avec de la fibrose autour des sondes, avec des occlusions, mais ça reste quand même des cas rares et c'est des cas de case report. Alors je commence par l'ATP. Donc, il y a cette étude qui a été publiée au JAMA 2024 qui s'appelle Après ATP et qui a comparé 2 stratégies, une stratégie de choc uniquement et une stratégie donc ATP suivie de choc. Et vous voyez que l'ATP a permis quand même de réduire de 28% le risque relatif de choc. Donc, ça a permis soit de retarder, soit d'arrêter totalement le choc. Donc, il y a quand même un bénéfice. En termes d'autres éléments secondaires, donc il n'y a pas de différence de mortalité
Et cette étude a conclu qu'il faut préférer le DEF transveineux par rapport au DEF sous-cutané quand l'ATP est possible. Et en l'absence d'ATP, peut-être le SICD peut être une option. Deuxième élément, c'est les infections. Regardez ces registres et ces études prospectives, donc Sample Trial, un registre coréen, le Danish, donc assez connu, les méta-analyses sur les infections de SIED, notre registre national, donc Nature SIED, et vous voyez que le taux d'infection, il est 1 à 2%. Uniquement, vous voyez un chiffre de 16% chez les patients hémodialysés. Donc, si on prend une population, on va dire, à peu près normale, le risque d'infection, il est aux alentours de 1 à 2%, ce n'est pas vraiment un risque énorme. Deuxième élément, c'est la fiabilité des sondes. Donc, Pascal vous a montré une étude de Circulation 2008. On est en 2025 et la sonde a connu des évolutions spectaculaires. C'est vrai, avec les sondes DF1, avec 3 sorties, il y avait beaucoup plus de complications. Il y avait des sondes aussi plus compliquées, telles que Riata, Fidelis, qui étaient des sondes fines. Aujourd'hui, il y a une amélioration notable avec les sondes DF4 et cette fiabilité. Donc, le taux de fracture, c'est de 5% à 10 ans. Donc, vous voyez, la différence ici, c'est jusqu'à 20%, alors qu'ici, avec un recul jusqu'à 15 ans, donc le taux de fracture reste faible. Et alors, est-ce que c'est vraiment problématique en cas d'infection de sonde ou de fracture de sonde, puisqu'on peut toujours extraire ces sondes? Donc, les techniques d'extraction ont aussi évolué avec l'avènement du laser, avec l'extraction mécanique. Et regardez ce registre européen Electra qui a inclus 73 centres avec 19 pays européens, 3510 patients. Et l'extraction a été possible. Donc, vous voyez, les indications, c'était des indications infectieuses et non infectieuses. Et l'extraction a été possible dans 96,7%, avec un taux de complication très faible, 1,7%. Et même la mortalité était très faible, 0,5%. Et je vous rappelle que c'est des patients quand même assez vulnérables. L'étude Promet Registry rejoint aussi les mêmes résultats d'Electra en montrant une faisabilité extraordinaire de l'extraction des sondes et un taux très faible de complications liées à ces techniques d'extraction. L'étude Release qui a utilisé le système de Cook, c'était une étude multicentrique avec le pistolet. Donc, ça a permis d'extraire facilement les sondes avec très peu de complications. Ça a été publié en 2020. Donc, au-delà, donc là, c'est un tableau comparatif entre le SICD et le DEF transveineux. Vous voyez, un SICD, il pèse 2 fois plus le DEF transveineux. En termes de dimension, le volume, c'est 60 cm3. L'autre, c'est plus petit, 40, voire un peu moins. L'énergie qui doit être délivrée pour choquer, c'est 80 joules avec le SICD, c'est 35 à 40 joules. Et la longévité, donc la longévité, elle est de 7 à 10 ans pour les SICD et elle peut atteindre jusqu'à 15 ans pour le DEF transveineux. Donc, tout ceci doit être aussi mis en considération lorsqu'on va discuter l'implantation d'un SICD versus un DEF transveineux. Je partage avec vous un challenging case, un patient de 41 ans avec dysplasie arythmogène du ventricule droit qui a été révélé par une tachycardie ventriculaire syncopale. Et ce patient, il a eu initialement un DEF double chambre. En 2007, il a eu un choc, un orage rythmique. En 2014, un changement de boîtier compliqué d'infection. Donc, il a été adressé chez Madame Bonjourne où il a eu une extraction totale des sondes avec implantation d'un DEF sous-cutané. Et il a eu un remplacement du DEF sous-cutané en 2022. Et après, il refait. Donc, d'ailleurs, la démarche pour avoir un SICD, c'était quand même un va-et-vient entre le patient et la CNAM
pour convaincre que finalement ce patient, il doit avoir le SICD pour le changement de voie. Ce n'était pas vraiment facile, ce n'était pas une tâche facile. Et en 2014, il refait un orage rythmique avec des tachycardies ventriculaires à 150, qui est au-dessous de la fourchette de la programmation de SICD, parce qu'il y a une limitation. Donc avec le SICD, on est à 170, voire plus, alors qu'avec le DEF transveineux, on peut descendre même jusqu'à 120 de fréquence cardiaque. Donc la programmation n'était pas facile. Donc merci à Dr Sana Welli qui l'a pris en charge. Il lui a fait une ablation par radiofréquence et maintenant il est stabilisé. Donc la longévité, elle est de 60%. Et toujours, je pense à ce patient parce que le troisième changement, je ne sais pas comment faire pour convaincre la CNAM d'avoir cette prise en charge. Donc, pour conclure, je vais dire que mon premier choix, c'est le DEF transveineux. Voici mes arguments. D'abord, le coût du défibrillateur sous-cutané, il est 2,5 à 3 fois plus qu'un DEF standard transveineux. Le DEF sous-cutané n'est pas encore remboursé en Tunisie et ça constitue une grande limite pour l'accessibilité de cette thérapie. La longévité de la batterie reste quand même inférieure par rapport au DEF transveineux. Le DEF sous-cutané ne donne pas d'ATP, ne stimule pas. C'est quand même une limitation majeure. Et aujourd'hui, les sondes DF4 sont assez fiables et faciles à extraire. Et lorsqu'on va implanter, il faut réduire le nombre de sondes. Lorsqu'on est en prévention primaire, il faut mettre une seule sonde. Et bien sûr, une seule sonde, c'est moins de complications, moins de risques d'infection et une extraction plus facile. Et aussi, il faut oublier les sondes double coil parce qu'avec la sonde monocoil, c'est encore plus facile à extraire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci les amis, il est temps de clôturer la session. Je remercie les orateurs pour les excellentes présentations qu'ils ont fournies, aux orateurs pour l'interaction.